Bonjour, je suis Vadim Bernard, je suis cofondateur du studio de design graphique Depli et enseignant en design graphique aux Arts Déco de Paris dans un champ qui se nomme design de mouvement et interaction. Et je vous propose de revenir sur trois workshops qui ont été menés aux Arts Déco qui traitent de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Le premier workshop s'appelle tout simplement Mechanical Turk. Il a été mené en 2011 avec Laurent Gueurer, Stéphane Degoutin et Nicolas Maisonneuve. Ensuite, je parlerai du workshop Design graphique pour les machines, Computer Vision et Machine Learning, qui a été mené en 2016 avec Martial Joffre-Roulant et qui était à destination plus spécifiquement des étudiants et des étudiantes du secteur design graphique, parce que le workshop précédent était à destination des premières années, tout secteur confondu. Et en dernier, je parlerai brièvement du workshop Nous les robots, le jeu de l'imitation, qui était mené en début 2020, avant le premier confinement, avec Stéphane Buelet. Et donc commençons tout de suite avec le workshop Mechanical Turk. Donc sur le thème du travail et plus spécifiquement sur le micro-travail en ligne à travers, à travers de la plateforme Amazon Mechanical Turk euh, qui propose de créer des tâches à destination de micro-travailleurs rémunérés euh, quelques centimes par tâche, donc des tâches très très courtes, très simples en priori pour un humain, très compliquées pour une machine. Et donc, dans un premier temps, on a proposé aux étudiants et aux étudiantes de simplement de s'inscrire en tant que micro-travailleurs sur la plateforme et de gagner un peu d'argent en exécutant des tâches simples, un peu pour voir déjà voir à quoi ressemble une tâche. Parce que l'idée derrière, c'est de créer des tâches, de créer des projets à partir de tâches. Donc déjà, pour comprendre ce qu'est une tâche, il faut peut-être en faire quelques-unes. Donc, on a proposé donc de commencer par ça. Donc la temporalité du workshop était un peu plus long qu'un workshop d'une semaine. C'était sur un mois, je crois, avec des sessions. Donc là, je crois que c'est la première semaine où ils avaient le temps d'un peu tester toutes sortes de tâches, parce que c'était quand même assez compliqué de rentrer dans la mécanique euh, du système. Donc là, ici, on voit par exemple une tâche de, de- d'exécution de gestes en fonction de signes. Voilà, dans un carré, dans un rectangle vert. Hop. Donc là, on imagine que c'est pour alimenter une base de données à destination d'un réseau de neurones. On peut imaginer ça. Ici, enfin la plupart d'ailleurs, hein, la plupart des tâches, c'est plus ou moins pour alimenter des bases de données à destination de réseaux de neurones, de futurs réseaux de neurones. Euh, En 2011, oui, on commence déjà à en parler, évidemment. Donc là, c'est dessiner un signe. Ici, c'est une tâche donc, de créer des phrases à partir de mots, des phrases grammaticalement correctes. Ici, c'est comparer deux photos et qualifier un peu la retouche qui a été faite sur la photo de gauche par rapport à la photo de droite. Quelle manipulation a été faite? C'est assez précis comme question. Là, c'est un peu plus large, enfin c'est un peu plus étonnant. C'est créer des photos, enfin prendre des photos de personnes en train de mimer la nage. Voilà, trois personnes. Donc alors là, je ne sais pas si on voit le prix. Le prix de la tâche, c'est marqué là-bas, mais c'est trop petit. Ah. Bon, peu importe, c'est quelques centimes en général. Bon, peut-être un peu plus quand il faut prendre des photos.
C'est quand même plus long que faire remplir un questionnaire. Là, ici, c'est euh, dire si deux photos se ressemblent, si les deux personnes se ressemblent, et à quel degré. Voilà. Ici, c'est dessiner un dauphin, très beau dauphin. Ici, c'est simplement légender la photo. Alors là, c'est vraiment très classique. On imagine bien à quoi ça peut servir. Ici, c'est pour chaque mot, en fait, dire si il a connotation positive ou négative, pour pouvoir ensuite, dans un texte, un peu qualifier enfin, tout le texte et voir si ce texte a une connotation négative ou positive. Mais il y a une notion de contexte aussi à prendre en compte, je crois. Euh, Ça, c'est combien? C'est 3 centimes, par exemple, par mot. 3 cents par mot. Ici, alors ça n'a rien à voir, c'est un adolescent américain qui s'est payé des vues et des commentaires sur sa vidéo YouTube. Voilà, là, il y a déjà 300 vues. Et si aujourd'hui vous allez voir d'ailleurs cette vidéo-là en tapant le nom Sexy Superman 3690, vous allez tomber sur cette vidéo, vous allez voir qu'effectivement il a des commentaires qui viennent de micro-travailleurs, on peut le deviner. Ensuite, ici il s'agit de qualifier des tweets. Voilà. Pour savoir en fait s'ils sont offensifs ou pas, enfin, offensive. Nous avons ici euh, une demande de correction orthographique d'une phrase en français. Alors là, bon, j'ai pas d'exemple avec du sonore, mais il y avait aussi une tâche de, par exemple, écouter un répondeur et quelqu'un laisse son adresse sur un répondeur. Je crois que c'était en québécois, donc c'était en français québécois. Laisse son adresse, il fallait taper dans un champ l'adresse qu'on entendait. Ici, il s'agit de faire une blague avec un texte rajouté sur une photo. Et ici, il s'agit de, à partir d'un extrait, de savoir à quelle page Wikipédia cet extrait, de quelle page cet extrait est issu. Donc, par exemple, là, la phrase Eclipse, est-ce que c'est est-ce que c'est l'éclipse solaire ou est-ce que c'est l'entreprise? Voilà, il faut faire le bon choix. Et enfin, quelque chose qui a à voir à la conduite autonome peut-être, mais c'est pointer sur une sortie de route, la sortie, enfin sur une route, un embranchement, une sortie, en fonction de visuellement la forme, en fonction de la forme de la route. Voilà, bon, voilà, des tâches très précises qui, bon, la plupart sont, on sent bien, à destination de bases de données pour alimenter des réseaux de neurones. Maintenant, on va voir quelles ont été les tâches qui ont été créées, quels projets en fait les étudiants ont essayé de mener avec ce principe de formulaire, de création de formulaire de tâches. Et première chose, une des premières choses qui a été testée, c'est d'essayer d'avoir un peu d'en savoir un peu plus sur ces travailleurs. Et notamment, par exemple, en leur demandant de prendre une photo de ce qu'ils voient par leur fenêtre. Voilà, là c'est une photo par exemple d'un micro-travailleur. Donc bon, petit à petit on se rend compte donc de la sociologie des micro-travailleurs, on voit à peu près géographiquement où ils se situent. Il y a quelques Américains, mais il y a aussi pas mal, enfin il y a surtout pas mal de personnes notamment en Asie du Sud-Est ou en Inde. Voilà, enfin, évidemment, comme on est payé en dollars américains, en quelques centimes, mais les Américains quand même le font pas mal, comme un hobby, j'ai l'impression, enfin, je crois. Et voilà, donc là c'est une série de portraits, donc l'étudiant
Alors, chaque étudiant, pour faire ses tâches, avait, je crois qu'on avait réussi à avoir un budget par étudiant de 20 euros pour créer des micro-tâches rémunérées. Et donc forcément, bon, ils avaient eu l'expérience des tâches réalisées, donc ils savaient à peu près, ils connaissaient à peu près les tarifs par rapport au temps d'exécution. Donc ensuite, ils annonçaient quand même dans leur formulaire de tâches qu'ils étaient étudiants en école d'art et que c'était un projet expérimental autour du travail. Donc les étudiants ont plutôt avaient tendance à partager un peu la problématique. Et à pas juste créer une tâche sans contextualiser, sans donner de repères aux travailleurs, parce que c'était des tâches assez différentes de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Donc là, c'était des vidéos, j'ai pas la vidéo, mais c'était des portraits vidéo de micro-travailleurs, voir un peu où ils vivent, quand ils acceptent de se filmer. Voilà, c'est des simples portraits, on verra après que quand on leur demande de se filmer dans des situations un peu plus dirigées, de jouer un rôle. Enfin, là, ils ont tendance à mettre un masque ou des lunettes de soleil, enfin, évidemment, ça anonymiser un peu parce qu'on n'en connaît pas vraiment la destination de ces vidéos. Enfin, même si on nous dit que c'est pour un travail d'école, c'est quand même compliqué d'envoyer pour quelques centimes son image de soi en train de faire semblant de faire la fête, par exemple, comme on le verra dans un des projets. Troisième projet, donc là, c'est autour des lolcats, donc culture internet classique des lolcats. Et l'intuition des étudiants, là, c'était enfin de voir de voir euh, si les chats en Inde ou en Asie sont aussi cute que les chats occidentaux. Ouais, bon, c'est une réponse aux lolcats par voilà, des photos commandées à des micro-travailleurs sur la plateforme Mechanical Turk, et ça te donne des chats, pas mal de chats en Inde, des chats qui vivent dans la rue. Il y avait aussi quelques chats domestiqués évidemment. Voilà, bon, un autre regard sur les chats. Alors là, c'était un questionnaire. Bon, c'était en fait, bon, chaque étudiant évidemment a tâtonné un peu avec des tâches. Par exemple, là, c'est qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Donc, essayez d'en savoir plus un peu sur les personnes à l'autre bout euh, du câble. Euh, ici, c'était ici, c'était un jeu sur un peu les biais cognitifs en demandant aux Turkers, les micro-travailleurs, de choisir au hasard une valeur entre 0 et, je crois que c'était une valeur RVB, enfin plutôt une valeur entre 0 et 256, peut-être, il faudrait vérifier, mais donc c'était un peu. En tout cas, ça allait être traduit en valeur RVB. Et donc de choisir au hasard des valeurs pour voir quelle couleur ça allait donner et en faire un nuancier. Donc pour voir si un aléatoire tiré par des humains vaut un aléatoire, un vrai aléatoire, enfin un aléatoire de la machine. Ça donne une palette qui tire vers certaines couleurs. Donc après, il y a eu d'autres manières de visualiser ces données-là qui sont en fait un faux aléatoire. Si on avait un vrai aléatoire, on aurait plutôt des points répartis, bien répartis sur la surface. Et là, on voyait qu'il y avait quand même des points plutôt sur certaines zones. Ensuite, donc le projet de fiction. Alors là, il s'agissait de créer une sorte de fête fictive avec des gens qui font la fête ensemble et, voilà, qui font semblant de faire la fête et donc là, voilà, qui s'anonymisent parfois, là aussi, et qui
et qui avaient même des lignes de dialogue un peu pour voir si on peut leur faire jouer un dialogue par webcam interposée, de manière asynchrone. Voilà, ici, c'est un projet d'impression de ronds noirs. Alors, il y a un petit mode d'emploi, donc c'était assez compliqué. Enfin, bon, de toute façon, c'était assez dur hein, quand même comme workshop à mener, parce que les tâches sont dures à designer, à un public anglophone, à l'autre bout du monde, avec des moyens. Là, par exemple, le problème, évidemment, quand on demande d'imprimer un rond, enfin, un format A4, le découper et prendre en photo ce rond sur un fond extérieur. En fait, le plus dur, bon, là, on est obligé de. Enfin, je crois que l'étudiant ici avait commencé avec un tarif standard et il s'est rendu compte que c'était trop difficile à faire. Enfin, déjà, il fallait avoir une imprimante. Enfin, le temps nécessaire à faire ça était trop grand par rapport au prix. Donc, il a dû monter. Et je crois qu'il y a eu peu de résultats. Et donc, il avait fait ce petit mode d'emploi. Et il a obtenu ce type d'image-là. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'il en a obtenu voilà, une dizaine. Voilà, on va un peu à la pêche. Enfin, c'est bon, c'est assez expérimental. On teste, on voit ce que ça donne. Et voilà, il n'y a pas d'obligation de résultat fulgurant. Ici, un travail sur l'intimité autour de plusieurs principes. Demander des mots aux personnes, donc type portrait chinois, demander des captures d'écran de leur bureau pour voir, quoi. Voilà. Leur demander des photos qui comptent pour eux et de dire pourquoi. Je crois qu'il y a des légendes, ouais. Il y a des petites légendes. Donc récolter de l'intimité, voilà. Mais avec leur consentement, évidemment, sachant que c'est payé. Bon. Dans ce projet-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, donc là, c'est encore des photos. Ce qui est intéressant, c'est que l'étudiante a demandé 10 mots dans une des tâches. En fait, était de demander 10 mots euh, qui vous viennent à l'esprit pour faire un dessin. Et, euh, et 10 mots, alors là, c'est payé 1 centime pour 10 mots. Mais l'idée, c'est qu'elle leur renvoie ensuite le dessin. Donc, donc là, il y a chat, femme, il y a 10 mots, quoi. Football, pizza, noodles, pillow, voilà. Il y a 10 mots, comme ça, un peu simple. Et elle a réalisé des dessins à partir de ces mots, qu'elle a envoyés ensuite par la poste à ces personnes. Et aujourd'hui, un de ces dessins sont probablement accrochés au mur quelque part, en Inde par exemple. Euh, Ça c'était assez marrant. Et enfin, un autre projet autour d'images présentes sur le disque dur des travailleurs, leur demandant d'envoyer des images qui les ont marquées ou qu'ils avaient sur leur ordinateur. Alors là, je ne sais plus exactement quelle était la tâche demandée, mais c'était d'envoyer des images d'actualité qui les touchent de près ou de loin. Voilà. Donc là, on voit qu'on est pas mal en Inde. Oh, voilà. Voilà pour ce premier workshop. Euh, Maintenant, je vais vous parler donc du workshop design graphique pour les machines, computer vision et machine learning, donc mené en 2016 avec Martial Geoffrouland, autour de plusieurs librairies, des librairies donc il y avait des librairies de réseaux de neurones qui avaient soit déjà été alimentées en données et qui étaient donc qui possédaient une culture visuelle et qui étaient capables de, de légender des photos par exemple, de reconnaître une image, de la légender, de la comprendre, euh, soit des réseaux de neurones vierges et
et on les alimentait avec de la matière et on partait de zéro, quoi. En fait, dans l'idée, c'était là. Donc cette fois-ci, donc c'est un workshop à destination des étudiants de design graphique, donc c'est pour ça qu'on se pose des questions plus spécifiquement au design graphique. Et, et on se demande si la machine peut lire du design graphique. Bon, enfin, un rapport image-texte ou des signes, des formes graphiques, enfin voilà, jusqu'où ça va, enfin, ou des photos, hein, mais bon, des compositions, des formes travaillées, quoi. Pas des photos simples de nature, ou des choses construites. Euh, donc on a commencé par partager un Dropbox et à déposer sur ce dossier de Dropbox plein de photos et pour essayer de voir comment la machine qui avait une culture, qui avait déjà appris à partir de banques d'images, qui avait été certainement légendée par des micro-travailleurs, euh, comment, voilà, comment la machine pouvait légender des images, comment elle se trompait souvent, et quand est-ce qu'elle avait souvent raison et quand est-ce qu'elle se plantait. On voit des exemples là. Des fois c'est plus ou moins juste. Parfois, quand l'image est un peu mystérieuse, évidemment, c'est compliqué. Alors là, on est à peu près, on est à peu près bon sur la salle de bain. En tout cas, ça ressemble à une salle de bain, effectivement. Mais après, c'est pas vraiment un chat. Mais donc, c'est le plus proche pour la machine, c'était de décrire un chat. Martial est revenu un peu sur les principes vraiment techniques du réseau de neurones, principe de cluster. Et puis, on a testé donc d'alimenter un réseau de neurones vierges et de voir comment il spatialisait ça dans sa tête. Et donc voilà, c'est des instruments à cordes avec des formes graphiques. Alors là, c'est pareil, on a déposé sur un Dropbox et on a testé chaque dossier pour voir comment les choses étaient spatialisées, pour voir un peu comment ça fonctionnait, quoi, par ressemblance, comment les choses s'agençaient les unes par rapport aux autres, par ressemblance. On a testé aussi avec de la typo. Voilà, donc il reconnaît les A, il reconnaît. Voilà, c'est de la typo un peu spéciale, hein, c'est des formes qui s'éloignent de la typo aussi. Là, des formes géométriques. Bon, voilà, on tâtonne. Ensuite, on teste avec des photos. Teste avec des photos, avec beaucoup de photos, des photos récoltées, des photos qui sont sur les disques durs des étudiants, donc plutôt des photos d'inspiration. Il y a beaucoup de choses, de la photo de mode, des photos d'art, voilà, bon, des photos glanées. Et on voit un peu ce que ça veut dire de les positionner par ressemblance. On voit un peu, voilà, un cactus, une main, enfin on commence à comprendre comment fonctionne euh, un réseau de neurones quand on lui demande d'apprendre en fait, apprendre à regarder des images, à se faire une culture visuelle, à positionner les images les unes par rapport aux autres. Là on voit qu'il reconnaît voilà, une capuche, des hommes à capuche, des personnes dans une voiture, et puis parfois on a des associations assez inattendues comme voilà, un beluga et une main, effectivement, un dentifrice et un boa, je crois, sur un rocher, enfin, donc le fameux cactus, et voilà. Des formes voilà, de corps, sur une séquence vidéo, sur des photogrammes, un dézoom d'un caméléon, voilà comment il positionne ça dans l'espace. Et même principe, cette fois-ci, alors sur un projet qui est déjà dès le départ un peu orienté, parce que donc en fait le workshop est ouvert aux 4e, 5e année à ce moment-là, et là c'est 2 5e années qui travaillent déjà sur leur projet de diplôme et qui se disent tout de suite
on va essayer, enfin il travaille déjà sur les parfums, sur l'image, sur l'image d'un parfum, les images qu'un parfum peut évoquer et les parfums qu'on peut créer à partir d'images. Et donc là, là l'idée c'était de mettre un peu les ingrédients de, de, qui sont à la base des parfums et de pouvoir les reconnaître pour éventuellement créer essayer de doser à partir d'une image source, de voir sa composante en, en citron, en vanille, en bois, en lavande. Voilà. Essayer de lire une image et d'en déduire des composantes olfactives. Donc ça, eux, dès le départ, ils avaient cette idée-là, donc ils sont partis assez vite. Là, c'est encore une série de légendes. Donc, à partir de photos euh, de l'histoire de l'art, et on voit, voilà, on voit que les légendes sont tout. On sent que derrière les légendes, il y a des bases de données, de banques d'images, Getty Images, quoi. Enfin, a woman laying in a bed, on a bed with a laptop. Enfin, on imagine bien le type d'images euh, qui ont inspiré cette légende. Et d'ailleurs, ensuite, il y a un groupe qui va essayer de partir à la recherche de cette image que la machine a en tête, quoi. Une image qui est une image de femme sur un lit avec un laptop qui ressemblerait à celle-ci, quoi. Voilà. Évidemment, c'est plus ou moins pertinent. Voilà. Ensuite, un autre groupe qui a travaillé sur la reconnaissance faciale et qui voilà, s'est demandé si on pouvait reconnaître les étudiants à l'entrée de l'école. Et donc on s'est amusé euh, à, à faire de la reconnaissance faciale, donc c'est-à-dire à entraîner la machine à reconnaître certains visages. Ensuite, les visages sont positionnés dans une sorte de nuage de visages, et dès qu'ils se présentent, on a une probabilité que ce visage appartienne à telle personne. Et donc plus on a d'images de la personne, plus on pourra mieux on pourra la reconnaître. Euh, voilà, avec un degré de précision. On verra après le test à l'entrée, et l'idée c'était d'en faire quelque chose aussi au niveau de l'accueil, de la borne d'accueil à l'école. Alors là, c'est une piste de test psychologique. Donc, test de Rorschach et test TAT, je crois. Quel est le profil psychologique de la machine? Une machine qui a évidemment appris, qui a acquis sa culture visuelle de banque d'images, Getty Images, enfin, on suppose. Donc on lui donne voilà, le test TAT, voilà, aussi, qui est un test avec des images figuratives et qui demande de créer des histoires à partir de plusieurs images qu'on dispose. On verra plus tard les résultats. Alors là, c'est autour des principes de la Gestalt et donc des formes, principes de proximité. À partir de quand on voit une forme se dessiner, quoi, à partir d'éléments séparés au départ. Donc on va voir si la machine, si la machine fonctionne sur les mêmes principes que nous.
dans sa capacité à créer des formes, à unifier en fait les formes. La première piste. Voilà, premier principe d'éloignement. On passe en couleur, on teste. On verra plus tard le résultat. Alors là, donc c'est la fameuse enquête retour aux sources des images légendées. Donc effectivement, ça avait l'air d'être de venir de Getty Images. Donc on a l'image de gauche qui a été légendée par la machine comme un zoom sur une personne avec un gâteau. Et donc là, il semblerait que c'est bien cette série-là parce que on retrouve en fait là, vous pouvez voir la petite broderie là, qui serait l'élément qui crée la connexion entre les deux images. En fait, ce serait ça. Enfin, en tout cas, on a l'impression que c'est cette texture-là de dentelle là qui a fait sortir cette légende-là pour cette image. Ici, alors, c'est pareil. L'image de gauche, c'est l'image qu'on a donnée. En haut, c'est la légende. Et à droite, c'est d'après l'enquête des étudiants, ce serait une de ces deux images. Et le lien, c'est qu'il y a deux personnes. Et c'est aussi la texture des vêtements, c'est-à-dire les tissus, le drapé, en fait. Enfin, ouais, les textures, les qualités de l'image, en fait. Donc là, ce qui était ressemblant, c'était qu'il y avait deux hommes et du tissu, quoi. Donc c'est soit l'une, soit l'autre. Mais sinon, le sujet n'a rien à voir. Ici, bon, c'est plus ou moins ça. Bon, je suis pas sûr qu'on ait trouvé la vraie image source. Ici, à partir de l'image de gauche, on voit un cerf-volant dans le ciel. Bon, c'est possible que ce soit celle-là, l'image source. Celle-ci, alors, j'ai pas la légende, mais c'est probable que ce soit l'image source à droite. Enfin, ouais, il faudrait voir la légende. Malheureusement, je ne l'ai plus. Donc voilà, et après, ça donne lieu à une petite édition où on découvre les deux images et on peut les mélanger. Voilà. Autre projet, à partir donc d'un réseau de neurones qui a aussi sa culture visuelle, essayer de faire raconter une histoire à la machine, essayer de l'orienter vers une histoire en particulier, donc créer des accessoires, donc se présenter face à une webcam avec des accessoires pour essayer de faire raconter une histoire à la machine et voir si elle est capable de raconter ici l'histoire de Barbe Bleue. Donc les étudiantes, là en l'occurrence, ont donc peint des accessoires à échelle humaine et se sont ensuite mis en scène pour jouer l'histoire de Barbe Bleue à partir d'accessoires. Bon, c'est une interprétation. Hein. Voilà des clés. On a une série d'accessoires et on verra plus tard comment elles sont en fait photographiées pour ensuite donner ça à la machine pour voir comment elle les légende. Là, on a un début de dispositif pour capter les odeurs de l'image. Donc là, bon, on ne pouvait pas capter, enfin techniquement c'était un peu compliqué de reconnaître, enfin il fallait faire des cases dans cette version-là, en tout cas bon, c'était un workshop d'une semaine, hein, forcément, c'est déjà énorme ce qu'on a pu faire, mais donc là il fallait quand même créer des cases pour créer les composantes, les degrés un peu de chaque odeur. Le même dispositif, mais cette fois-ci pour expérimenter les principes de la Gestalt. Et donc voilà, là c'est les séances auto avec les accessoires
pour l'histoire de Barbe Bleue. Voilà, donc c'est ces images-là que les étudiantes vont ensuite donner au réseau de neurones pour voir comment il est légende et est-ce que il arrive à raconter l'histoire. Évidemment, il ne va pas vraiment voir ce qu'on voit. C'est ça qui est marrant. Voilà, je passe vite. Donc, là, on est à peu près bon. Ici, presque ça, c'est presque ça. Donc là, c'est pas tout à fait ça. Alors là, la raquette de tennis, j'ai l'impression que ça peut venir de la jupe de tenniswoman, peut-être. Ça peut venir de là, l'idée de tennis. Une paire de ciseaux, couteau, c'est presque ça. Encore une raquette de tennis. Bon, en même temps, une clé aussi grosse, c'est difficile à comprendre. Un miroir. Bon, pourquoi pas. Donc là, on revient sur le projet de reconnaissance faciale à l'entrée de l'école. Et donc, donc là, il pose un écran de projection sur l'accueil pour projeter un message en fait, d'accueil à la personne qui serait reconnue. Donc une phase d'apprentissage, on pose la webcam à l'entrée, on projette ici. Donc en fait, à gauche, on dit bonjour à la personne en donnant son nom, et à droite, on projette des données qu'on connaît d'elle. Donc vous avez piqué des photos sur Facebook, je crois, à l'époque, la page Facebook des personnes, un peu pour personnaliser l'accueil, et que ce soit un peu dérangeant pour la personne. Voilà, quand on rentre, on voit ça. On est reconnu. Là, une phase d'apprentissage. Donc là, c'est Johan. On apprend à reconnaître Johan dans l'entrée avec l'éclairage de l'entrée. Donc on part pas des photos du trombinoscope de l'école. Hein, là, on était un peu obligé de faire un apprentissage au bon endroit avec les conditions d'éclairage de l'endroit. Voilà, on reconnaît. Je reviens au dispositif final pour les odeurs. Hespéride, 50%, grasse, 33%, boisé, 16%. Dans cette image. Voilà. Bon. Voilà. Intéressant. Donc là, c'est le... Alors là, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le même groupe. Donc c'est toujours un comparatif entre l'image source et une image donnée. Voilà. Donc là, c'est un comparatif. Quand on lui donne un autoportrait de Gustave Courbet, dit le désespéré, il voit une femme tenant un téléphone portable. Voilà. Et ainsi de suite. Des petits... Et aussi des petits rapports de forme proposés par la machine. On revient sur l'entrée, et là, ça y est, on a enfin le message. Le message d'accueil. Bon appétit. Une photo. Voilà. Ensuite, voilà, les règles de la proximité. 70% de proximité, donc voilà, ça marche. 90%, 100%, ça fonctionne. Et enfin, le test psychologique, donc des fiches avec le nom du sujet, la nature de l'examen, l'observation, enfin des fiches médicales, avec différents
mots-clés. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir un peu les commentaires du test TAT, à partir des mots-clés donnés par image. Voilà. Donc, petite explication du profil psychologique, un petit travail graphique et une conclusion avec une personnalité introvertie, indépendante mais narcissique, délire de toute puissance de domination, pouvant aboutir à un passage à l'acte violent et soudain, refus de communiquer, attitude parfois puérile, particulièrement lors des stimulations émotionnelles positives. Voilà. Donc ça c'est la fin de ce workshop 2016. Et maintenant, je vais vous parler rapidement du workshop Nous les robots, le jeu de l'imitation, mené avec Stéphane Buelet du studio Cheval Vert, début 2020, juste avant la crise du Covid. Donc là, autre positionnement, on revient sur le micro-travailleur quand même, mais sauf que là, on le positionne pas avant l'apprentissage, on le place là où la machine ne sait pas encore faire sans l'homme. Donc, des fausses intelligences artificielles, voilà, des intelligences artificielles. Donc le Mechanical Turk, le Turk mécanique, on y revient. Et donc l'idée c'était de proposer aux étudiants de concevoir des dispositifs pour lesquels il fallait être un humain dissimulé derrière la machine et se faire passer pour une machine intelligente. Comme ressource, comme exemple de pratiques, en fait, bon, c'est inspiré par des pratiques qu'on peut retrouver et qui concernent des entreprises qui n'ont pas les moyens des GAFA, par exemple, et qui font travailler des personnes derrière des machines. Là, par exemple, un robot vocal, en fait, qui était piloté par un humain. Donc, l'humain. Là, c'est marrant parce que je crois que il y a une bande, on peut entendre la conversation. Vous pouvez chercher, vous pouvez entendre la conversation. On a un humain qui parle à un répondeur, non, plutôt un télémarketeur qui appelle un Américain, je crois, et qui lui pose des questions. Et sauf que la voix est assez synthétique. Et donc la personne demande si cette personne est un robot, et cette personne dit je suis une vraie personne, mais avec un air métallique et un peu bizarre. Et donc l'humain pense, l'humain pense que c'est un robot qui ne dit pas qu'il est un robot. Et en réalité, on s'est rendu compte que, en fait, derrière le robot, il y avait simplement un humain qui avait simplement un choix de réponse possible et qui actionnait un clavier, qui déclenchait des phrases toutes faites, enregistrées, préenregistrées, et que c'était bien un humain derrière le robot. Autre exemple, avec les KiwiBots sur un campus américain, donc des robots intelligents qui sont des petits livreurs sur le campus et qui conduisent tout seuls, etc., qui étaient en réalité pilotés par d'autres étudiants, mais cette fois-ci colombiens, depuis la Colombie, et qui étaient employés pour livrer des repas aux étudiants américains et en pilotant plusieurs robots en même temps, 4-5 robots en même temps, voilà. Sans que les clients de cette entreprise de livraison ne soient au courant, en fait. Ils ont vendu le projet comme étant de l'intelligence artificielle. Autre exemple, Apple qui sous-traite un peu l'écoute partout où Siri se plante, il y a des humains qui vont écouter et qui vont avoir accès au contenu du téléphone pour comprendre là où Siri s'est planté, sachant que ça pourrait venir d'un problème de contexte.
C'est-à-dire que l'erreur vient peut-être du contexte. Et donc, avoir accès au téléphone, ça permet de comprendre le contexte. C'est-à-dire, dans ma photothèque, j'ai peut-être une photo de machin. Enfin, quand je dis ça, en fait, je parle de quoi? Je parle d'une personne qui est dans mon répertoire, je parle d'une photo qui est dans mon... Donc, il y a... Donc pour corriger Siri, en fait, il faut quand même des humains. C'est un peu comme pour corriger la conduite automatique, il faut des humains qui pilotent les Tesla et qui donne un petit coup de volant si la Tesla conduit mal. On est encore à un stade d'apprentissage et pendant encore un certain temps. Test de Turing, voilà, bon. L'expérience du magicien d'Oz, donc c'est mettre un humain derrière un rideau pour faire croire à une intelligence artificielle, en tout cas un système complexe qui, qui est une sorte de prototypage. En fait, c'est un principe de prototypage rapide où le système n'existe pas, mais on va le simuler à la main. Petit retour sur les Computer Girls. Avant la machine, il y avait des humains qui étaient des machines. Hop. Et puis, pour pouvoir comprendre ce que ça fait de voir une voiture autonome, il faut voir une voiture rouler sans pilote. Et donc pour ça, on cache le pilote dans un fauteuil. Et ça permet de sentir un peu l'effet que produit une voiture autonome, avant même qu'on ait des voitures autonomes. Voilà. Donc je vais aller très rapidement sur les expérimentations menées pendant ce workshop. Euh, Autour d'un plotter notamment, un plotter qui serait intelligent, enfin qui aurait une gestuelle humaine. Donc comment faire ça? Comment personnaliser une typographie? Comment donner une humanité artificielle à une typographie? Et voilà, donner l'impression d'une typographie générative, humanisée, enfin quelque chose de mécanique, mais qui aurait quelque chose un tremblé, quelque chose d'humain. Et en réalité, donc le faire à la main, le faire sous contrainte, euh, et notamment, au final, la main scratcher à un plotter qui écrit un message qu'on lui envoie. Euh, on a donc expérimenté des systèmes de pilotage à distance de pages. Euh, donc pour pouvoir en fait développer des systèmes assez simples qui permettent de changer l'affichage d'un écran à distance. Euh, Parce que l'idée c'est de quand même de créer un front office et un back office, quoi. Quelque chose qui va être vu par un utilisateur et derrière une zone pour le travailleur, l'humain dissimulé, pour qu'il puisse piloter le résultat qui va s'afficher côté utilisateur. Donc pour ça, en fait, on a proposé, enfin, on a trouvé un moyen assez simple et fort de séparer l'espace avec avec un rideau, et un espace devant le rideau, un espace derrière le rideau. Et donc les travailleurs, micro-travailleurs, étaient derrière le rideau. Et, euh, et voilà, donc les projets se présentaient face à un rideau. Et derrière, on avait à chaque fois un manipulateur, une manipulatrice. Et on essayait de jouer le jeu, c'est-à-dire quand on est côté euh, scène, en tant que public, on essaye de faire abstraction qu'il y a une personne derrière le rideau. On essaye de se projeter, comme dans l'effet de magicien d'Oz. On sait qu'il y a un humain, mais qu'est-ce que ça fait d'imaginer que ce soit la machine qui possède cette intelligence-là dans le résultat proposé, quoi. Donc là, bon, je passe très vite. Un questionnaire très simple et avec quelqu'un derrière, qui va à partir de la réponse très simple donnée par la personne, donner des réponses ultra personnalisées et même qui va reconnaître la personne immédiatement. Là, c'est un principe d'ambiance générée à partir d'une personne en train de lire à haute voix.
et l'ambiance lumineuse et sonore vont être générées à la volée pour, pour, euh, pour rajouter une couche de confort à sa lecture. Et derrière, donc, des players audio et une pipette pour changer la couleur de l'ambiance. Voilà. Un site d'astrologie qui va faire votre thème astral, ou enfin bref, un portrait, en fonction de questions, de réponses à des questions. Et donc on revient sur l'écriture avec une phrase écrite avec un style Giorgito ou Giorgio, et on, on va écrire un message et la machine va nous écrire ce message dans le style choisi. Et bien sûr, en réalité, il est écrit à la main et imprimé en moins de 2 minutes sur une petite carte postale. Et alors là, il se trouve que là, pour ce projet-là, certains étudiants n'étaient pas au courant que en fait, c'était quelqu'un derrière qui était accroché à un plotter. Et ils avaient une drôle d'impression sur cette écriture générée. Enfin, ça peut ressembler à une écriture générative. Euh, et voilà. C'est tout pour ce workshop. Merci. 50 minutes, on est pas mal. On est pas mal. J'ai essayé de faire court. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Et je peux répondre à vos questions dans les commentaires. Merci. Au revoir.